Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les poursuites contre Kémi Séba sont relancées au Sénégal. Le procureur de la République a fait appel de la décision de relax de l'activiste accusé d'avoir brûlé un billet de francs CFA. Le sommet des BRICS a refermé ses portes ce mardi 5 septembre en Chine. L'Égypte et la Guinée sont les deux pays africains représentants du continent à ce rendez-vous des pays émergents. Et puis, signature d'un mémorandum d'entente entre le groupe Dangote Ciment et Dakar Bamako Ferroviaire. Objectif, accélérer les travaux de réhabilitation de la ligne reliant les capitales sénégalaises et maliennes. Mais tout d'abord, nouveau rebondissement dans l'affaire Kémi Séba au Sénégal. Le procureur réouvre le dossier. Sorine Bassirou Gueye a fait appel de la décision de relax de l'activiste le 29 août par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Pour rappel, le 19 août, sur la place de l'Obélisque à Dakar, Kémi Séba avait brûlé un billet de 5 000 francs CFA. On écoute à ce propos Brice Zamba, avocat congolais au barreau de Paris. Alors aujourd'hui, le parquet remonte en demandant donc l'appel, en faisant appel de ces jugements. On voit donc que le parquet, comme on le sait, est une autorité qui n'est pas indépendante. C'est une autorité qui n'est pas dépendante parce que elle dépend. Le procureur dépend donc du ministère de la Justice, qui fait partie du gouvernement et qui donc qui constitue l'exécutif. Donc on voit que la BCEAO en tant qu'institution bancaire s'est dessaisie ou ne poursuit plus. C'est devenu une affaire de l'État sénégalais. Il faut le dire, l'État dans le sens de l'exécutif. Aujourd'hui, c'est l'exécutif sénégalais, à travers le parquet qui dépend du ministère de la Justice, qui entend poursuivre encore cette affaire en appel. Donc on voit que derrière la question judiciaire se pose aussi une question politique, notamment sur le positionnement du gouvernement sénégalais dans cette affaire liée à la légitimité ou non du franc CFA en Afrique francophone. Le sommet des BRICS a refermé ses portes ce mardi 5 septembre en Chine. L'Égypte et la Guinée étaient aux côtés des 5 pays membres, une présence qui met en lumière la place considérable que le continent africain a pris dans cette alliance des pays émergents. Zahra Mohamed Moucho. Ils étaient parmi les invités du 9e sommet des BRICS, à Xiamen, au sud-est de la Chine. 2 pays africains. Ici, le président guinéen Alpha Condé. Et ici, son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les BRICS, c'est ce bloc de 5 pays émergents qui rassemble le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et le géant sud-africain. Et pour ce sommet de Xiamen, un éventuel élargissement de cette alliance économique a été évoqué. Ce système est d'un intérêt particulier. En fait, l'intégration des économies, notamment les économies des pays en développement, entraîne une synergie dans la résolution des véritables problèmes en Afrique. C'est la voie recherchée. Le concept diplomatique du président Xi Jinping repose essentiellement sur le partenariat. Le partenariat gagnant-gagnant. L'Afrique est-elle l'avenir des BRICS? Oui, répondent les analystes, et pour cause. Au cours de la dernière décennie, les relations commerciales entre le continent et les puissances émergentes se sont développées à un rythme plus soutenu qu'avec les autres régions du monde. Un renforcement des liens qui marque la réorientation des échanges africains. Les BRICS se sont révélés une bonne chose pour l'Afrique. Si vous regardez il y a 30 ans, l'Afrique avait très peu de partenaires commerciaux. Aujourd'hui, nous avons la coopération économique sud-sud. Elle a été un soutien unique pour le continent. Évidemment qu'il y a encore des défis sur notamment les prix des produits de base dans certaines régions du continent, mais dans l'ensemble, je pense que la coopération a été bonne chose pour le continent où l'attraction est plus vive en raison de l'impact depuis que les BRICS sont entrés en jeu. Cela a permis à l'Afrique de se développer plus rapidement, donc c'est positif. Ce qui a été fait, c'est mettre en place une interconnexion entre les pays qui n'en avaient pas autant dans le passé. En cas d'élargissement des BRICS, l'Afrique, en pleine diversification des débouchés pour ses productions et ses matières premières, pourrait davantage tirer profit de la montée en puissance de l'Alliance. Les BRICS, qui affichent des taux de croissance proches des 2 chiffres et qui pèsent à eux 5 plus de 40% de la population de la planète.
Dangote Cement relance la machine Dakar-Bamako ferroviaire. Le groupe nigérian devrait financer d'ici janvier 2018 à hauteur de 6 millions de dollars une partie du matériel roulant de la structure qui a hérité de l'exploitation de la ligne reliant les capitales sénégalaises et maliennes. Thierry Gogang, Fanny Mounéchi. La compagnie Dakar-Bamako Ferroviaire a signé au début du mois de juillet 2017 un préaccord financier d'un montant de 6 millions de dollars avec la filiale sénégalaise Dangote Cement. Cet argent devrait servir à acquérir d'ici janvier 2018 une partie du matériel roulant, soit 2 locomotives et 70 wagons. Comme contrepartie de ce financement, la DBF devrait s'engager à transporter entre 100 000 et 500 000 tonnes de ciment par an, de Dakar à Bamako, jusqu'à retour sur investissement du Nigérian. C'est un financement qui est à point nommé, parce que Transrail, parce qu'il s'agit de cette entreprise Transrail qui assure le trafic entre Bamako et Dakar. Transrail connaît depuis quelques années des difficultés réelles. Des difficultés qui sont liées à plusieurs raisons essentiellement, notamment des questions de l'ordre de trésorerie et également le vieillissement du parc ferroviaire, le patrimoine ferroviaire et le vieillissement également des wagons. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Mali a tenté une privatisation, mais cette privatisation s'est heurtée notamment à un plan social drastique. Et le secteur de la cimenterie au Mali reste un secteur encore très latent. En raison notamment de l'évaluation finale du coût des réfections, les deux parties n'ont pas encore trouvé un accord définitif. En cas de finalisation, ce premier accord avec DBF permettrait au groupe Dangote Cement de concourir pour reprendre la totalité de la gestion de la ligne ferroviaire lors de la privatisation qui est prévue en 2018 ou 2019. Donc il est évident que ça serait l'un des principaux défis que Dangote va pouvoir affronter, non seulement réhabiliter le patrimoine ferroviaire, importer de nouveaux wagons, parce que je pense que Transrail avait notamment vu du côté notamment de la France avec le chemin de fer de la CNCF et également du côté du Canada. Donc il y a d'importants défis. L'accord dans le montage financier, il est évident que par rapport à la question de la cimenterie, ça serait un enjeu financier. Ça va permettre notamment à Dangote de se repositionner au Mali dans le cas de l'approvisionnement. Mais lorsque nous regardons notamment les étapes préalables par rapport à la signature de cet accord, il y a encore de nombreux défis encore à surmonter par rapport à cette question-là. Depuis plusieurs années, la compagnie Dakar-Bamako Ferroviaire connaît plusieurs difficultés, à savoir entre autres la vétusté du matériel roulant et des infrastructures ferroviaires. En raison de toutes ces contraintes, depuis 2010, le trafic passager a été réduit au maximum et le transport des marchandises entre Dakar et Bamako est dans le meilleur des cas d'environ 6 000 tonnes par mois. Au final, sur les 4 millions de tonnes transportées chaque année entre Dakar et Bamako, moins de 2% sont assurés par la DBF. C'est une famille tenancière d'une coutellerie en Égypte, située dans la ville côtière d'Alexandrie. L'établissement d'Ali Al-Sanan propose un savoir-faire unique. Il importe ses lames d'Europe et d'Asie et s'appuie sur des méthodes de fabrication traditionnelles que nous découvrons avec Patricia Dubois et Fanny Mounéchi. En Égypte, à Alexandrie, il existe encore des personnes qui fabriquent des couteaux de façon artisanale. Ali Al-Sanan est l'un des rares artisans qui affinent encore les couteaux en utilisant des méthodes traditionnelles. Après plus de 80 ans d'existence, la boutique fondée par son grand-père propose des produits fabriqués dans le respect de la tradition et des techniques ancestrales. C'est cela l'artisanat. Je suis né là-dedans et j'ai commencé à travailler comme aiguiseur de couteaux quand j'avais environ 10 ans. Grâce à Dieu, j'ai développé l'artisanat pour y inclure la vente de divers outils, l'équipement de hachage, donc nous l'avons développé. Nous ne sommes pas seulement des aiguiseurs de couteaux. Ali Al-Sanan importe ses lames de Suisse, du Japon et de la Chine, puis les fabrique localement. Mais comme beaucoup d'autres entreprises à travers le pays, il a dû s'adapter à une augmentation des prix depuis l'année dernière. Nous avons essayé de combler l'écart avec les clients et de diminuer les prix qui ont récemment grimpé en flèche. L'année dernière, le prix d'un couteau aiguisé était d'environ 100 livres égyptiennes, mais cette année, il a atteint environ 150. Alors nous essayons de le maintenir à 110 livres égyptiennes, juste pour réduire un peu l'écart. Dans la conjoncture actuelle, les artisans couteliers utilisant les méthodes de fabrication traditionnelles sont rares. Face à la concurrence, Ali Al-Sanan mise sur la dextérité de ses artisans et cultive comme autrefois l'art du travail bien fait et de la précision. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.